Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 22 septembre. Nous irons à New York pour débuter ce journal où se tient actuellement l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous reviendrons d'ailleurs sur le discours du prince Albert II donné hier soir à la tribune du siège de l'ONU. Le 21 septembre marquait également la Journée internationale de la paix. L'organisation Peace and Sport et le Conseil national se sont associés pour célébrer cet événement. Longtemps oublié, la consigne fait son grand retour. Lancé en juin dernier à Monaco, le concept remis au goût du jour séduit déjà de nombreux consommateurs. Dans ce journal, nous recevrons Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, nous dévoilera le programme de la saison de tout l'art du cinéma. Il sera également question du 7e art avec l'exposition de l'artiste plasticienne américaine Roni Horn à la galerie Hauser&Wirth. Et à la fin de ce JT, nous accueillerons l'écrivain philosophe Fabrice Hadj qui vient de lancer le cycle de conférences du diocèse de Monaco. La semaine de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se tient actuellement à New York. Le prince Albert II s'est exprimé à la tribune hier en fin de journée après le président serbe et le message vidéo exceptionnellement autorisé du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le souverain a fait entendre la voix de la principauté sur différents thèmes dont l'urgence climatique, l'éducation et le droit des femmes. Rejoignons sur place notre correspondante Alexandra Pani qui suit ce rendez-vous incontournable de la diplomatie, un rendez-vous très attendu dans ce contexte de crise multiple. Alexandra. Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, le grand rendez-vous onusien a retrouvé son format habituel en présentiel. Près de 150 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement au siège des Nations Unies à New York. Des travaux de débat sur fond notamment de guerre en Ukraine et des divisions et inégalités que cela implique, comme l'a souligné dans son discours d'ouverture le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Des inégalités longuement évoquées également par le président français Emmanuel Macron lors de son passage mardi à la tribune. L'impérialisme contemporain n'est pas européen ou occidental. Il prend la forme d'une invasion territoriale, adossée à une guerre hybride, mondialisée, qui utilise le prix de l'énergie, la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire, l'accès à l'information et les mouvements de population comme des armes de division et de destruction. C'est en cela que cette guerre porte atteinte à nos souverainetés à tous. Historiquement, le Brésil est le premier pays à prendre la parole, suivi des États-Unis. Mais exceptionnellement, cette année, le président américain s'est exprimé que mercredi en fin de matinée et a débuté son discours avec une réponse ferme adressée à Vladimir Poutine suite aux annonces faites par le président russe, grand absent de ce sommet de chefs d'État. Transformation de l'éducation, crise alimentaire et urgence climatique étaient également au cœur des débats. Le prince souverain a lui pris la parole mercredi soir pour rappeler les enjeux primordiaux de la lutte pour le climat. Il faut vraiment passer du stade de l'alerte et des très belles paroles, et des très bons engagements, des très belles promesses, à l'action. Il faut vraiment mettre en place tous ces mécanismes et la crise provoquée par la guerre en Ukraine est l'exemple parfait. C'est tout ce que cela entraîne comme changement dans l'approvisionnement en matières premières, en énergie. Et bien ça aussi, ça provoque de faire appel au charbon. Ça n'est absolument pas la réponse que l'on souhaitait avoir. Donc il faut vraiment que tout le monde prenne ses responsabilités et prenne vraiment des engagements clairs, nets et définitifs vers un mix énergétique. La principauté, par la voix du souverain à la tribune, a rappelé son engagement en matière de transition énergétique et son objectif de neutralité carbone en 2050. Cette semaine de haut niveau est placée sous le thème d'un tournant décisif, alors que le monde se trouve à un moment critique et où l'organisation internationale doit trouver des solutions communes à ces crises. Je suis toujours, bien sûr, un grand fervent défenseur du multilatéralisme et de cette organisation des Nations Unies qui est la seule, même si elle est imparfaite, même si la réforme qui est en cours existe depuis très longtemps, mais elle a su
quand même atténuer beaucoup de choses et empêcher beaucoup d'autres conflits. Quant à 2023, l'année sera riche pour la principauté de Monaco car elle marquera le 30e anniversaire de son admission au sein de l'Organisation des Nations Unies le 28 mai 1993. Des événements que nous ne manquerons pas de suivre sur Monaco Info. Nous vous retrouverons d'ailleurs, Alexandra, dans notre édition de samedi pour la suite de l'agenda du souverain à l'occasion de ce déplacement à New York. Le 21 septembre était marqué par la Journée internationale de la paix. L'organisation Peace and Sport et le Conseil national se sont associés pour célébrer cet événement dans l'hémicycle de la Haute Assemblée. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et d'Orazio Gaggino. Mettre fin au racisme, bâtir la paix, voici le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Peace and Sport, créé à Monaco et lancé depuis la principauté, est devenu aujourd'hui une référence mondiale. Il s'agit d'une organisation internationale indépendante, ancrée sur la neutralité et l'indépendance de Monaco, de façon à contribuer à la paix et au développement durable. Dans les temps actuels, je pense que c'est important de rappeler que la paix, ça appartient à tout le monde et que n'importe quelle personne peut y contribuer. Donc nous, on contribue par le sport, mais on veut inspirer en particulier la jeunesse du monde pour qu'elle embrasse la diversité et qu'elle réfléchisse à l'avenir. Maintenir des ponts entre tous les pays, c'est très important, et le sport est un vecteur fantastique pour faire cela. Et c'est en plein cœur du Conseil national que la Journée internationale de la paix a été célébrée, l'occasion de rappeler que le sport fait partie de la culture monégasque, avec plus de 70 associations sportives sur le territoire, des associations qui jouent un rôle important dans la promotion de la paix. Les valeurs du sport sont très importantes, ça permet l'inclusion sociale, ça permet de créer des liens fraternels, c'est des valeurs qui sont très importantes. Ce qui me touche réellement, c'est que Peace and Sport ont permis d'associer nos jeunes conseillers juniors. Donc ce soir, il y aura 17 conseillers juniors dans l'hémicycle qui vont pouvoir poser des questions. Et je pense qu'associer les jeunes monégasques à l'histoire de la paix et tout cet esprit positif autour du sport et la paix, c'est très important. Plusieurs champions de la paix avaient répondu présents à l'événement, l'occasion d'échanger avec les représentants de la jeunesse monégasque et notamment du Conseil national des jeunes, dont Théo Druen, lui-même champion de la paix. Les discussions ont été axées autour de leur engagement, des différentes actions qu'ils ont entreprises aux côtés de l'association et plus généralement du rôle déterminant du sport au travers de cette dynamique de paix. C'est très important parce qu'il y a des différents moyens qu'on peut montrer la paix et le sport c'est quelque chose de grand, ça fait partie des choses qu'on peut faire tous les jours. Je suis juste ravie de pouvoir donner quelque chose de ma part et la paix c'est important que tout le monde doit faire quelque chose sur ce topic et par exemple pour les échecs, je pense que c'est un bon sport parce que quand on joue, on se bat, mais après la partie, on devient tous amis et du coup, ça montre vraiment le message de la paix aussi. Des représentants de Peace and Sport sont actuellement en Colombie à l'occasion de la 13e édition des Jeux de l'Amitié. Et dans l'ombre du Ballon d'Or a été créé le trophée Socrates qui permettra de consacrer le talent d'une star de football afin de servir de modèle positif dans la société. Et nous connaîtrons le nom du lauréat de ce prix Socrates le 17 octobre prochain lors de la 66e cérémonie du Ballon d'Or. Dans un tout autre domaine, le numérique ne cesse de simplifier nos démarches administratives. À Monaco, plus d'une centaine d'entre elles est accessible en ligne. Dernière en date, les procédures liées à la demande de carte de résident et de carte de séjour pour les étrangers dépendant de la sûreté publique. Marine Rolando nous éclaire à ce sujet. Aujourd'hui, c'est 5 nouvelles démarches qui sont accessibles en ligne à travers 2 téléservices. Un premier téléservice donc qui est consacré aux résidents de la principauté. Ça leur permet d'effectuer 4 démarches en ligne, à savoir le renouvellement de leur carte de séjour, indiquer un changement de situation, demander un duplicata de carte de séjour, mais également demander un certificat de résidence. Les résidents qui possèdent la nouvelle carte de séjour, ils peuvent utiliser leur identité numérique pour se connecter à monguichet.mc et au téléservice grâce au service M-Connect. Et ils peuvent découvrir des fonctionnalités qui sont réservées à ce service.
Pour les étrangers qui souhaiteraient s'installer à Monaco, il existe un deuxième téléservice qui leur permet d'effectuer en ligne leur demande de résidence à Monaco. Et en rendant numériquement accessibles ces démarches administratives, cela permet non seulement d'offrir un service optimisé pour l'usager, mais aussi de favoriser une réorganisation dans les entités qui bénéficient de ces nouvelles solutions digitales. Écoutons Rémi Lejuste. Cette automatisation de toute la chaîne de production va permettre justement des gains de temps, de pouvoir redéployer certains personnels sur d'autres tâches et notamment l'accompagnement encore plus renforcé des usagers qui éprouveraient des difficultés avec les démarches et les formalités administratives. Ainsi, à la Sûreté publique, d'ici la fin de l'année, ce sont près de 10 000 cartes de séjour avec l'identité numérique qui auront été délivrées sur un parc de 26 000. Intéressons-nous à présent à ce concept qui reprend vie avec les enjeux environnementaux. Longtemps oublié, la consigne fait son grand retour. Le gouvernement princier a d'ailleurs lancé une application au mois de juin qui tend à promouvoir cette nouvelle façon de consommer à emporter. Vanessa Dessy vous en dit plus. Zéro plastique à usage unique d'ici 2024. Le gouvernement princier poursuit son engagement avec la suppression progressive des emballages à usage unique. À cette occasion, le concept Ma Consigne est né. Autour d'une application mobile, le client peut désormais déposer son contenant vide dans une borne afin qu'il soit lavé et réutilisé. Une gestion des déchets qui a été pensée en circuit court avec des acteurs parfaitement intégrés à l'écosystème monégasque. Le client demande Ma Consigne, il a bien entendu téléchargé l'application. Le restaurateur scanne le contenant et lui remet, comme habituellement, son plat. Le client va consommer son plat et à l'issue de son repas, il remettra dans l'une des 20 bornes qui sont présentes sur tout le territoire le contenant. La société monégasque Leminscat qui organise et met en place le déploiement du système de Ma Consigne. 21 restaurateurs partenaires, 30 points de vente et 1111 téléchargements de l'application. Les chiffres démontrent une réelle volonté d'adhérer au concept, comme par exemple l'hôtel Columbus. Je trouve que c'est une opportunité géniale pour nos collaborateurs de faire un geste pour l'écologie, un geste écologique pour le repas de midi, d'avoir une solution à la portée de tous, gratuit en plus et très facile. Finalement, il faut juste télécharger une application et finalement, ça va être très facile. Chaque contenant est facturé 50 centimes uniquement au restaurateur, mais ce dernier peut bénéficier d'une aide gouvernementale liée au fonds vert. Voilà pour Ma Consigne et cette politique zéro plastique menée par le gouvernement princier. Culture à présent, septembre, et vous le savez, synonyme de rentrée pour de nombreuses entités culturelles qui dévoilent le programme de leur nouvelle saison. Coup de projecteur ce soir sur l'Institut audiovisuel de Monaco avec son directeur. Bonsoir Vincent Vatrican. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous avez levé le voile ce soir sur la 19e saison déjà du cycle Tout l'art du cinéma. Que nous réserve cette saison 2022-2023 ? Plein de bons films, de grands films, une saison très riche avec les labels qu'on connaît, quelques nouveautés cette année, notamment un label que l'on développe avec le Monte Carlo Jazz Festival, et puis une programmation cinéma italien avec l'association Dante Alighieri. Alors qu'est-ce qui lie les personnages et les films de cette saison ? Alors la thématique qu'on a choisie cette année, c'est les jardins secrets. Les jardins secrets des personnages, leurs envies, leurs passions, leurs fantasmes. Mais c'est aussi, du point de vue du spectateur, la manière dont les cinéastes réservent aux spectateurs un petit lieu, un endroit, un espace où ils vont pouvoir suivre le film de l'intérieur et recueillir les confidences de ces personnages. Alors au programme des réalisations de 1920 à nos jours, quels sont les rendez-vous les plus marquants cette saison ? La palette est très large, je le sais Vincent Vatrican, mais s'il fallait choisir quelques dates parmi celles du programme présenté, toutes. Toutes, Émilie. Alors cette année, évidemment, des cinéastes connus, Hitchcock, Truffaut, Cronenberg,
que nous n'avions jamais programmées jusqu'alors. Et puis des cinéastes moins connus. C'est l'objectif aussi des Mardis du cinéma et de cette saison culturelle, de présenter des auteurs jamais montrés. C'est le cas notamment d'Alain Cavalier, qui est un cinéaste qu'on aime beaucoup, qui est un cinéaste qui travaille autour de lui, dans son petit jardin secret, et qui nous livre des films absolument universels. Il y a aussi tous les rendez-vous habituels, des collaborations avec l'Orchestre Philharmonique, la Fondation Prince-Pierre, les ballets de Monte-Carlo, de mettre ce coup de projecteur, de s'associer aussi avec la richesse culturelle du pays pour mettre en valeur le cinéma, ça vous tient à cœur, hein? Oui, c'est montrer la richesse de la palette culturelle de Monaco, de montrer que le cinéma intéresse nos confrères et nos consoeurs et de pouvoir leur proposer des collaborations durables. Vous citez la Fondation Prince-Pierre de Monaco, nous travaillons avec elle depuis 2004. On a même fait évoluer ce label qui était au départ exclusivement tourné vers les films tirés d'œuvres littéraires d'auteurs primés par la Fondation. Désormais, pour être en accord avec la création contemporaine, on va proposer du cinéma d'avant-garde, du cinéma novateur au travers de films anciens et récents qui montrent que le cinéma est un art vivant. Donc en effet, ces collaborations qu'on essaye de développer petit à petit sont pour nous très enrichissantes, à la fois en termes de collaboration et pour montrer aussi le spectre le plus large du cinéma en principauté. Oui, parce que chaque année, il y a de l'innovation, quelques surprises. Comment vous travaillez sur l'élaboration du programme? Qu'est-ce qui vous anime à chaque fois? Ah là, justement, vous rentrez dans notre jardin secret. À Jacques Kermabon et moi-même, la manière dont on élabore une saison très longtemps à l'avance, 6-9 mois avant, on échange autour de certains thèmes qui nous tiennent à cœur. Et puis, une fois qu'on a retenu ce thème, chacun va travailler sa propre copie, c'est-à-dire proposer une trentaine de films environ, et puis on confronte nos listes. On a la surprise de voir que parfois on pense à des mêmes cinéastes, des mêmes films, et puis parfois des propositions très différentes. Et on essaye à l'arrivée de sélectionner, je crois que c'est les Mardis du cinéma, c'est une vingtaine de rendez-vous dans l'année, en dehors des labels. Et ces vingtaines de rendez-vous, il faut évidemment que ça donne une idée suffisamment large de tout ce que le cinéma peut proposer au public en termes de pays, d'époque, de mouvements de cinéma, et puis évidemment la manière de traiter le thème et l'originalité du film. Et c'est ça qui fait la puissance du cinéma. Un mot d'ailleurs, Vincent Vatrican, sur cette valeur, cette puissance, ce partage qu'est le cinéma à l'heure des plateformes vidéo. On ne le rappellera jamais assez, hein, mais rien ne vaut le ressenti des salles obscures, hein. Vous l'avez dit, entre regarder un film sur une tablette dans un autobus et regarder un film à plusieurs dans une salle de cinéma et ressentir les mêmes émotions, je crois que le choix est vite fait, même si ces nouveaux modes de consommation de l'image ont pris beaucoup d'importance. Dès lors qu'on souhaite avoir une relation à un film qui entraîne à la fois des questions de plaisir, de ressenti, mais aussi de pensée et de réflexion, rien ne vaut le film en salle de cinéma. Bien, merci beaucoup Vincent Vatrican d'avoir été notre invité sur Monaco Info. On rappelle que l'ensemble de la programmation de l'Institut audiovisuel de Monaco est à retrouver sur votre site internet. Merci beaucoup. Merci Émilie Rousseau. Le 7e art, une inspiration pour la dernière exposition proposée à la galerie Hauser & Wirth. C'est une exposition qui traite de l'œuvre photographique de Ronnie Horn à travers le prisme du cinéma. Si vous ne connaissez pas le travail de cette artiste new-yorkaise engagée mais très discrète, voici le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Sweet is the swamp with its secrets. Voici le titre de l'exposition que l'on pourrait traduire par La douceur est un marécage avec ses secrets. La galerie Hauser & Wirth accueille depuis ce jeudi le travail photographique et sculptural de Ronnie Horn. Sur les murs, des autoportraits de l'artiste, mais aussi de la comédienne Isabelle Huppert,
des vestiaires féminins pris en Islande ou tout simplement des clichés phalliques. Une exposition assez étrange mêlant photos mais également des extraits de Persona, le film d'Ingmar Bergman datant de 1966. Cette juxtaposition illustre l'influence du cinéma sur l'œuvre de Ronny Horn, à la fois sur le plan formel et conceptuel, et met également en lumière sa psychosexualité. Cette exposition révèle que le corps, le désir et la sexualité sont tout autant essentiels à l'instabilité et au changement personnel. C'est le sujet de prédilection de Ronny Horn. If you're interested in art or interested in the work of Ronny, I'm hoping that you will find this exhibition will offer you insights into Ronny's work, but also insights into yourself. I mean, in the end, it's how the work affects you. I want you to have the experience of the show, and then you have to see, does it change the way you think and feel about your own identity, your own sexuality? 6 extraits du film Persona sont présentés sur les murs. Le film sera projeté dans l'intégralité lors d'une soirée courant octobre. En attendant, l'exposition est à découvrir à la galerie Hauser & Wirth jusqu'au 17 décembre. Ronny Horn donc à la galerie Hauser & Wirth située au One Monte Carlo. Ce rendez-vous à présent à noter dans vos agendas et que nous avons déjà pu évoquer dernièrement sur notre antenne avec Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. Le colloque Les carrières d'un prince, vie et territoire d'Albert Ier de Monaco aura lieu ce week-end au musée océanographique. L'opportunité de découvrir le prince savant, le prince humaniste et le prince mécène qu'était le prince Albert Ier, avec la participation de différents intervenants. Autre idée sortie, la journée européenne du patrimoine se déroule ce dimanche. La 27e édition est placée cette année sous le thème du patrimoine durable. L'héritage d'hier et d'aujourd'hui de la principauté ouvrira donc ses portes au public tout au long de cette journée. La liste complète des sites participant à cette édition est à découvrir sur le www.journeepatrimoinemonaco.com. Nous parlions tout à l'heure de rentrée avec Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Abordons la rentrée du diocèse de Monaco qui a lancé sa saison hier soir avec une conférence inaugurale dont l'invité était l'écrivain philosophe Fabrice Hadj. Il est justement avec nous sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. D'origine juive, de nom arabe et de confession catholique, c'est comme cela qu'il faut vous présenter? Oui, je crois qu'il faut aussi ajouter de langue française quand même, j'y tiens. Mais c'est vrai que je suis de naissance juive et j'ai du juif d'Afrique du Nord, c'est pour ça que je porte le nom de Hadj, qui veut dire pèlerin. En l'occurrence, le Hajj, c'est celui qui a fait un pèlerinage. Le nôtre n'était sans doute pas à la Mecque. Et puis, oui, de confession catholique, donc convertie. Ma famille elle-même est restée juive. Et j'ai découvert ma judaïté même en devenant chrétien. C'est ça qui fait votre richesse aujourd'hui, votre ouverture d'esprit? Oui, je ne sais pas si c'est une ouverture d'esprit. Je pense que c'est surtout une habitude juive de poser toujours des questions. Vous savez, quand on dit quand il y a 2 juifs, il y a 3 opinions, et puis qu'un juif répond toujours à une question par une autre question. Voilà. Alors ça oui, c'est typique de ma tournure d'esprit et de mon héritage. Vous avez donc inauguré la saison de conférences du diocèse de Monaco. Son thème, c'était l'esprit missionnaire. C'est un vaste thème qui nous concerne tous pourtant. Oui, alors le mot missionnaire renvoie dans le langage courant presque à une spécialité, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont missionnaires et d'autres qui ne le sont pas. Moi, ce que je veux essayer de penser, c'est le fait d'être envoyé. Et on peut se rendre compte qu'en réalité, cette dimension-là est très profonde et même, c'est une dimension à laquelle on aspire depuis qu'on est tout petit. Quand on est enfant, on a envie d'être un chevalier, voilà, d'avoir un combat, d'avoir une mission justement à accomplir. Et on regarde des films, même plus tard, qui s'appellent Mission Impossible. Alors justement, c'est dans cette logique-là. C'est-à-dire que derrière la notion de mission, à côté d'un truc qui peut paraître galvaudé, il y a quelque chose de très profond et qui renvoie à nos rêves d'enfance, d'une part, mais aussi aux exigences de notre cœur. Voilà. Et Monseigneur David, archevêque de Monaco, pose d'ailleurs cette question: est-il vital de réveiller ou d'encourager notre zèle missionnaire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien sûr qu'il faut l'encourager, mais c'est pas du volontarisme. C'est pas simplement yes we can. Vous voyez, il faut simplement comprendre que la question de la mission est presque plus importante que la question du sens de la vie ou même que la question du bonheur.
voyez, quand vous savez que vous êtes sur Terre en ayant une mission, vous n'avez pas peur de prendre des coups. S'il y a un combat, si vous n'êtes pas tout le temps dans le bien-être, c'est pas grave. Et même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave parce que vous avez une consigne, vous avez quelque chose à faire, vous voyez. Et c'est cette dimension-là, vous voyez, qu'il faut retrouver. Donc moi, je suis philosophe, hein. Bien sûr que je suis chrétien, mais je veux d'abord montrer que cette dimension de mission, en réalité, est intrinsèque à l'existence même, quelle qu'elle soit. Après, il faut trouver quelle est la bonne mission. Mais dès qu'on ne se sent plus envoyé pour quelque chose, à ce moment-là, on désespère, on s'effondre, on devient un consommateur et la vie actuelle n'a que pour nous divertir de ce fait que nous ne savons pas vraiment quoi faire, nous n'avons rien à quoi donner notre vie. Pour ainsi dire, elle offre une clé de lecture sur notre vie, comme vous l'avez déjà déclaré dans d'autres interviews. Hein. Oui, je pense que la notion de mission est une clé de lecture, à condition justement qu'on l'entende dans toute sa force, c'est-à-dire une force justement d'envoi. Qu'est-ce que ça veut dire être envoyé par un autre, pour un autre, avec d'autres? Les grandes histoires qui nous marquent, si vous regardez même, je pense bien sûr à la littérature épique, en ce moment on parle du Seigneur des Anneaux, voilà, la fraternité de l'anneau, c'est exactement ça, c'est une mission. Et les pauvres hobbits ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive, ça les dépasse, mais en même temps, ils savent qu'il y a un combat, et qui est un combat qui est noble, et qui est un combat pour le bien et pour la justice. Et donc, vous voyez, c'est retrouver cette dimension-là. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Adjadj, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci. Je vous rappelle que vous étiez l'invité de la conférence inaugurale de la nouvelle saison du diocèse de Monaco. Merci infiniment. Merci. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Monaco Info. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avec vous, Yannick Debever. Bonsoir Yannick, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Ce vendredi sera quasiment un copier-coller de ce jeudi, c'est-à-dire un soleil un peu timide qui a du mal à faire sa place au milieu des nuages. Les températures continuent de baisser, surtout au petit matin où le thermomètre affichera 14, puis il montera jusqu'à 22 degrés dans l'après-midi. Ce vendredi 23 septembre, Saint Constant, le patron des sacristains, est à l'honneur. Oui, et ce 23 septembre marquera également un changement de saison avec l'arrivée de l'automne. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez un magazine de Vanessa Dessy qui vous emmène sur les traces du prince Albert Ier dans les Pyrénées. Je vous laisse découvrir en attendant en images la toute nouvelle exposition à la galerie Hauser & Wirth avec les photos de Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info pour une nouvelle édition.